BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle. Vous savez, toute l'actualité tech. Votre rendez-vous du week-end à la fois sur 01net.com, sur 01 TV et sur BFM Business, à la radio, à la télé. Le week-end avec au menu pour ce de quoi je me mêle cette semaine. Et si au lieu d'acheter votre smartphone, vous le louiez, c'est une tendance, une vague de fonds qui commence à arriver. Je recevrai une start-up qui s'est spécialisée dans ce domaine tout à l'heure. Il s'agit de Next Mobile, qui a été lancé en 2020 et on verra si oui ou non il est intéressant aujourd'hui de louer un smartphone et à qui s'adresse en fait ce type de service. Je vous rappelle que le hashtag DQJMM vous attend sur Twitter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Et puis au passage, merci d'être toujours aussi nombreux et encore plus nombreux à télécharger de quoi je me mêle, à nous écouter, que ce soit en audio, en podcast, peut-être dans votre voiture ou au sport, ou bien regarder le fichier vidéo sur YouTube et un peu partout. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence bien sûr par le Club de la Presse IT. Et le Club de la Presse IT, cette semaine, c'est avec Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. Et c'est non sans émotion, mesdames, messieurs, que nous accueillons dans De quoi je me mêle pour le Club de la Presse IT. Cette semaine, Éric Le Bourlou. Salut Éric. Salut. Franchement, ça me fait plaisir de te retrouver dans De quoi je me mêle. C'est gentil. Ça, c'est gentil. Cool. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Et oui, et pour tous les anciens, vous dites, mais c'est pas vrai, Éric Le Bourlou, il n'a pas changé, il revient dans De quoi je me mêle. Un petit peu la barbichette qui s'est un petit peu blanchie, mais c'est pas grave. En tout cas, ravi de te retrouver pour commenter l'actu. On va bien sûr revenir sur les gros sujets d'actualité de cette semaine. Il y a pas mal de choses quand même. Et on va tout à l'heure évoquer entre autres le départ de Jacques Dorsey de Twitter. Mais pour débuter, direction Hawaï. Qualcomm fait bien les choses quand même. Lorsqu'ils envoient des journalistes pour un voyage de presse, c'est pas à Meudon-la-Forêt, c'est pas Gif-sur-Yvette, non, c'est à Hawaï. Hawaï, où ont été présentées en fait les nouvelles puces Snapdragon. Vous savez que Qualcomm est un fondeur, c'est l'un des acteurs majeurs dans le monde des puces de smartphones et autres d'ailleurs. Et donc, pas mal de nouveautés ont été annoncées il y a quelques heures. Nicolas, oui. Tu commences et puis après Eric complétera. Qualcomm, c'est celui qui équipe la majorité des smartphones Android sur le marché. Donc, c'est une annonce majeure parce que, certes, Qualcomm Snapdragon, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais au final, vous allez forcément en avoir besoin ou en entendre parler à un moment, parce que c'est ce qui va équiper votre prochain appareil. Alors, il y a du Mediatek aussi, il y en a d'autres. Mais Il y a Mediatek, surtout sur l'entrée milieu de gamme. Voilà, c'est rare sur le haut de gamme. Ils essayent de revenir sur ce segment. Et après, évidemment, la concurrence directe, c'est Apple, mais ça ne concerne que les iPhones. Donc, si vous êtes sur l'univers Android, ça sera très certainement Qualcomm. En l'occurrence, on a eu une nouvelle puce haut de gamme, comme tous les ans, lors de ce gros Snapdragon Tech Summit, comme ils l'appellent. Elle a un nom... Hawaï, donc. Hawaï, oui. Il y a une raison stratégique à ça, en dehors de l'aspect touristique, et c'est très joli, c'est qu'ils sont finalement entre l'Asie et les États-Unis, oui. Et c'est les personnes qui les intéressent le plus, les Européens. On n'est pas forcément le milieu le plus important en matière de puces, donc voilà, ils nous invitent par générosité, on va dire. La nouvelle puce de Qualcomm, déjà, je pense que le premier point, c'est le nom. C'est parce qu'il y a une rupture dans la manière dont Qualcomm appelle ses puces. Après le Snapdragon 865 et le Snapdragon 888, où il n'y avait déjà pas vraiment de logique, on passe au Snapdragon 8 Gen 1. Ok, on peut se demander pourquoi. Tout simplement, je pense parce que Qualcomm était en manque d'idées. Ça a le mérite de simplifier le futur naming. On peut imaginer que la prochaine puce s'appellera Snapdragon 8 Gen 2. Mais bon, Qualcomm pourra nous surprendre d'ici là. Ou alors la Snapdragon 9, s'ils sont un peu fifous, quoi. C'est ça le truc. Ils sont pas sur ce segment 9. Oui, a priori, 8, ce serait pour les puces haut de gamme, après, comme ils ont aujourd'hui, en fait. Oui, les 8 sont les haut de gamme, les 7 un peu moins performants, les 6. Donc là, c'est 8. On gagnera en visibilité, en fait. C'était déjà le cas aujourd'hui, sauf qu'on avait des noms assez improbables. Donc c'était du Snapdragon 765, 626, ce genre de choses. Mais là, a priori, ils vont simplifier avec vraiment un chiffre au début et après un nom derrière. Donc peut-être que c'est pour le meilleur. Cette puce, c'est la première de Qualcomm gravée en 4 nanomètres. On passe sur une architecture ARM V9, ce qui permet, selon Qualcomm, parce qu'évidemment tout ça va être à vérifier au laboratoire de 01net partout quand les puces seront disponibles sur le marché. Ça permet des performances côté CPU 70% supérieures selon Qualcomm, côté graphique 30% supérieures, et le tout
avec une réduction de consommation énergétique de 30%. Donc on aurait des meilleures performances, une batterie logiquement prolongée. Donc c'est sur le papier une bonne nouvelle. Évidemment, il va falloir vérifier tout ça parce que à chaque nouvelle puce, on nous promet monts et merveilles et il y a souvent des déceptions. Le 888 de l'année dernière, il était par exemple très énergivore. Eric, donc voilà, nos nouveaux processeurs, c'est vrai que c'est un peu Qualcomm qui donne le là en matière de puissance. Sur Android, oui, c'est sûr. Ouais. Sur les smartphones. Est-ce que on peut comparer ce type de processeur, par exemple, aux processeurs d'Apple, qui ont une architecture M1 aussi, dont on sait qu'ils sont excellents, ils ont des puissances exceptionnelles. Est-ce que là, Qualcomm se rapproche de la puissance des puces Apple avec ce nouveau SoC ? Difficile à dire avant de les avoir testés, ça c'est sûr. En tout cas, ils annoncent, alors effectivement c'est du 4 nanomètres, c'est la nouvelle architecture ARM V9, donc qui est moins énergivore, plus efficace, et effectivement ça devrait donner de meilleurs résultats pour les smartphones haut de gamme, parce qu'on se rappelle, ça c'est la puce pour les smartphones les plus chers. Ce sera pas la puce. Donc les nouveaux Galaxy l'année prochaine, les nouveaux Oppo de gamme, aux États-Unis. En gros, OnePlus, Oppo, Xiaomi, ça sera les constructeurs principaux avec cette puce en Europe. Mais effectivement, il y a des chances quand même on a hâte en tout cas de l'essayer pour voir ce que ça va donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les à côté en fait, parce que là ils ont présenté, donc ils ont montré effectivement c'est une puce qui a l'architecture assez classique par rapport à celle de la dernière fois, avec 8 cœurs, 1 haute performance, 3 performances moyennes et 4 on va dire performances basses pour les tâches peu exigeantes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont parlé beaucoup d'IA. Ça c'est un petit peu la nouvelle marotte de tout le monde, que ce soit Apple qui en a beaucoup parlé, Google avec son Tensor. T'es un loser. En fait. Voilà, c'est ça. Donc ils ont beaucoup parlé d'IA et ils ont aussi beaucoup parlé de photos et ils veulent avec ce nouveau SoC monter encore un cran en matière de photos sur smartphone, avec notamment une meilleure colorimétrie des photos qui sera proposée avec ce Snapdragon et donc toujours une puissance encore plus grande pour pouvoir shooter davantage d'images ou de vidéos. Mais il y a ça et il y a aussi le jeu, puisque le jeu, alors nous c'est vrai qu'on n'est pas les spécialistes du jeu sur smartphone, en tout cas en Europe, mais Smartphone lance une nouvelle plateforme de gaming aussi autour de cette puce pour développer ses usages de jeux vidéo. Alors évidemment, cette puce c'est 5G, bien sûr, avec encore des débits améliorés. Bon, on va pas vous faire tout le truc. Il y a aussi une enclave sécurité. Alors, c'est pas nouveau, j'imagine, mais on a l'impression que Apple, Google, qui mettent l'accent sur cette enclave de sécurité qui stocke en fait toutes nos données biométriques, etc. Ça aussi, c'est un peu comme l'IA. Si t'as pas une puce avec une enclave sécurisée, t'es un loser, non ? Carrément. C'est vrai qu'à une époque, on s'intéressait surtout au CPU, GPU, mais ça fait quelques années qu'en plus de ça, il y a plein de nouveaux composants importants dans les SoC. On a parlé là du NPU, c'est la partie neuronale, c'est la partie intelligence artificielle. Et en effet, sur la sécurité, il y a pas mal de promesses qui ont été faites par Qualcomm. Une intéressante, c'est qu'ils rejoignent un programme de Google. Et donc, la puce est certifiée justement pour répondre justement à ces exigences d'Android, pour justement sécuriser tous les éléments importants. Donc voilà, Qualcomm essaye de montrer que c'est la puce parfaite. Il y a une nouveauté aussi assez intrigante dont on n'a pas parlé. Elle commence déjà à faire polémique, je suis même pas sûr que ça aille jusqu'au bout et que les constructeurs l'utilisent. C'est grâce à l'ISP, donc la partie qui gère les appareils photo du Snapdragon 8 Gen 1, on a la possibilité pour un constructeur d'utiliser la caméra frontale en permanence. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps allumée, y compris quand le téléphone est en veille. Et l'avantage, ça va être que quand vous prenez le téléphone, ça vous reconnaît en avance. Donc du coup, pas besoin de perdre du temps avec la reconnaissance faciale. Et à contrario, quand vous posez le téléphone sur la table, s'il voit que vous n'êtes pas devant, il va éteindre l'écran. Donc ça, Qualcomm le vend comme une innovation majeure parce que selon eux, ça ne consommerait aucune énergie, en tout cas très peu d'énergie. Mais on peut déjà se poser la question d'un point de vue vie privée sur est-ce qu'on a envie d'être filmé en temps réel par son téléphone, même s'il ne fait rien de ses données. C'est intéressant parce qu'on voit que Qualcomm met sur les étagères en fait toutes les possibilités en fait de son processeur et après ce sont les constructeurs qui disent non ça moi je le prends pas, ça je vais le prendre. Carrément. Vous pouvez modifier ça pour que j'ai plus de ça, etc. Donc on voit que là finalement c'est nous, alors évidemment on en parle, mais c'est vraiment avant tout les constructeurs qui sont visés avec ce type de puce pour que Qualcomm puisse vendre le maximum de fonctionnalités en fait, parce que j'imagine que chaque fonction se vend.
Ouais, c'est vrai. Alors, oui, et en plus, là, ce dont parlait Nico, cette histoire de caméra allumée en permanence, c'est vrai que c'est typiquement un usage qui moi, me fait flipper, personnellement. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie, effectivement, que son téléphone fonctionne et la caméra activée en permanence? Donc, Qualcomm dit, c'est déjà le cas pour les micros, à cause effectivement, de l'accès aux assistants, etc. Mais on a quand même des chances, je pense, de voir cette fonction débarquer dans certains téléphones sous la forme pour que certains se démarquent, tu vois. Par exemple, pour expliquer, alors on a déjà vu ça, mais des options qui te permettent de voir que l'écran ne s'éteigne pas alors que tu es en train de l'utiliser, des choses comme ça. Donc il est possible que quand même certains constructeurs s'en emparent. Et ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur la sécurité. C'est aussi pour ça qu'ils parlent beaucoup de sécurité, parce qu'effectivement, si vous avez une fonction qui vous regarde en permanence quand même, il est plutôt rassurant de savoir que les données sont traitées en local, dans une enclave sécurisée, etc. Ça fait partie d'un même tout, en fait, et on se dit, oui, vaut mieux qu'effectivement il y ait quelques petites... parce que moi, j'ai pas envie qu'on me voit en train de me gratter le nez, quoi, tu vois, c'est pas... C'est toujours le problème. Quand même. Juste une chose, parce que, alors, ça, c'est la grosse annonce, mais parallèlement, Qualcomm a annoncé une puce, on va dire plus light, entre guillemets, qui pourrait être destiné à d'autres types d'appareils que les smartphones. Oui, parce que évidemment la star c'est ce processeur haut de gamme, mais Qualcomm va faire plein d'annonces tout au long de ces derniers jours. D'ailleurs, une précision, on a Adrien Branco de ZeroNet qui est sur place justement, et qui vous propose sur zeronet.com des articles hyper fouillés, hyper décrits justement de ces puces. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à les lire. La deuxième puce, dont on avait envie de parler, elle a un nom encore plus simple que le Snapdragon 8 Gen 1, c'est le Snapdragon G3X Gen 1, parce qu'ils se sont dit, tout le monde va le retenir, c'est super simple. Elle est assez intéressante, cette puce, parce qu'elle ne se destine pas aux smartphones, aux tablettes ou aux appareils plus communs, mais aux consoles de jeux. C'est en quelque sorte une puce de téléphone, mais sans la partie modem, téléphone, SMS, et qui justement va peut-être équiper les futurs concurrents de la Nintendo Switch. À voir ce que ça donnera dans le futur. Est-ce qu'il y a vraiment un marché, à part Nintendo, là-dessus? Mais en tout cas, Qualcomm mise pas mal là-dessus. Alors moi, je pensais à un truc aussi, c'est que vous savez qu'on parle beaucoup de métavers et de réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que cette puce figure dans le nouvel Oculus Quest dont le 2 est sorti en 2020. On peut imaginer qu'en 2022, on ait un nouveau modèle. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était le Snapdragon XR2 qui était à l'intérieur. Est-ce que cette puce-là n'est pas taillée en fait pour la VR aussi, ou est-ce que ce serait une autre puce? Je pense pas que ce soit taillé pour la VR pour le coup. Là, ils l'ont vraiment vendu comme une puce pour les consoles de jeu, portable type Switch. C'est vraiment ça le cas d'usage. Ça sera plus puissant qu'un processeur d'une Switch, parce que clairement. Ça sera pas compliqué. Clairement, le processeur Tegra de la Switch a déjà plusieurs années, et effectivement, on s'attendait d'ailleurs à ce que la Switch soit rafraîchie, et là, elle n'a pas été malgré un nouveau modèle. Donc oui, c'est bien plus puissant, mais ce n'est pas encore la même puce que ce que l'on trouve dans un éventuel Oculus, qu'on pourrait trouver dans un éventuel Oculus Quest 3, qui sera encore une puce spécifique. C'est vraiment alors, je pense que là où ils vont un marché, peut-être, c'est en Asie. C'est vrai que le jeu mobile s'est développé, mais le jeu sur Android, il est faible. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de jeux, mais qui sont souvent d'assez faible qualité. C'est du casual gaming, enfin des petits jeux. Pour beaucoup, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faudrait. Il est possible qu'une nouvelle catégorie de produits émerge. Des consoles de jeux type Switch, vu le succès de la Switch, on peut se dire qu'il y a de la place pour d'autres acteurs, mais à ce moment-là, il faudra aussi tout un écosystème de développement, des bons studios qui font bien du boulot, qui font des jeux intéressants. Voilà, c'est tout ça aussi qu'il va falloir montrer. Voilà. Même si Razer, Qualcomm a fait un petit partenariat avec Razer pour proposer déjà une console, donc la console qui ressemble beaucoup à la Switch d'ailleurs. On a l'impression que c'est plus une vitrine technologique, et voilà, dire c'est un proof of concept en fait. C'est ça, voilà ce qu'on sait faire. À vous de développer les produits et à vous de monter un écosystème autour de notre puce. Mais moi je doute quand même qu'on voit débarquer tout de suite des consoles sous Android sans bon jeu, ça va être difficile. On parlait de smartphones, tiens, on va enchaîner peut-être avec les ventes de smartphones pliants. Nicolas, tu as des chiffres qui sont plutôt rassurants. Oui, c'est d'ailleurs étonnant parce
qu'on a l'impression que ce marché est à l'arrêt, qu'il ne progresse pas du tout. Sauf que là, on a des chiffres du DSCC, donc le Display Supply Chain. C'est des analystes qui s'intéressent justement aux ventes d'écrans et qui nous apprennent que sur le dernier trimestre, il y a eu 2,6 millions de téléphones pliants vendus dans le monde. Ça ne représente pas beaucoup sur l'ensemble du marché. On estime à peu près 300 millions le marché du smartphone sur ce même trimestre. Donc en gros, c'est moins de 1%, c'est encore très léger. Maintenant, ce qui est intéressant toujours, c'est les chiffres d'évolution. Et ce qu'on voit, c'est que d'un trimestre sur l'autre, on a pris 215%. Et que d'une année sur l'autre, si on compare au troisième trimestre 2020, on a pris 480%. Donc le marché du téléphone pliant, il s'est multiplié par 5 en seulement un an. Le vrai problème de tout ça, c'est que tout dépend d'un seul constructeur, Samsung. Samsung, ils ont 93% de part de marché sur le monde pliant. Le Z Flip, à lui tout seul, c'est 60%. Mais c'est qui les 7% qui restent en fait? C'est Motorola? Alors les 3 premières places, c'est Samsung. Je crois que c'est Z Flip 3, Z Fold 3 et le premier Z Flip. Les 4e et 5e, c'est les 2 téléphones de Huawei, le Mate X2 et le Mate X. Ah oui, c'est et vrai. Après, c'est autre. D'accord. Autre, c'est moins de 1%. Donc ça va être un peu de Motorola, sans doute. Huawei va marcher en Chine. C'est tout. C'est leur seul marché réel. Ailleurs, c'est plus compliqué. On sait pourquoi. Samsung, aujourd'hui, ils sont dans une impasse parce que s'ils n'arrivent pas... Parce que vous savez, ils sont à la fois fabricants de ces écrans et à la fois constructeurs de téléphones. S'ils n'arrivent pas à convaincre les autres que leurs écrans c'est le futur et qu'il faut avoir des téléphones pliants de partout, le marché, il y a forcément un moment où il va s'essouffler. En tout cas, ce qu'on constate là, c'est qu'il y a un vrai bon démarrage pour les Z Flip, Z Fold 3. On va avoir a priori un mois de décembre avec Noël qui sera le plus haut de l'histoire de cette catégorie et les analystes s'attendent à encore une nouvelle montée l'année prochaine. Donc c'est plutôt rassurant, il ne faut peut-être pas enterrer le smartphone pliant trop vite. Il y a pas mal de rumeurs à confirmer dans les prochaines semaines, comme quoi Oppo s'apprête à lancer un téléphone pliant d'ici la fin de l'année. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Ça fait un moment qu'on parle, qu'on évoque ces smartphones pliants. On se souvient des premiers prototypes Samsung, Huawei qui était arrivé avec un smartphone sous le manteau qu'on nous présentait comme ça en haut d'un immeuble sur les Champs-Élysées. C'était il y a 3 ans. Enfin, c'est dingue. Et on voit que c'est pas facile. Alors, il y a eu la pandémie, etc. Mais bon, voilà, assez intéressant. Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a décidé, de partir. Alors, on ne sait pas si c'est lui ou s'il a été poussé vers la sortie. Jack Dorsey qui, rappelons-le, en 2006, crée Twitter. Voilà, réseau social quand même mythique, avec plusieurs centaines de millions d'abonnés. Je crois qu'on est à 350 millions, quelque chose comme ça. 350 millions, 350, 400 millions. Enfin, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup en fait. Par rapport à Facebook, c'est ridicule. C'est pas énorme. Donc voilà, Jack Dorsey s'en va. Est-ce qu'on a une idée pourquoi? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on s'attendait à cette décision? C'est un patron particulier, Jack Dorsey. On l'a vu là sur quelques images. Est-ce que vous imagineriez que cette personne est le PDG d'une entreprise géante? Enfin, il est assez amusant. Il a un côté complètement what the fuck, si je peux me permettre, sur les réseaux sociaux, où il dit des trucs qui n'ont rien à voir avec son rôle de patron. Et ça souvent, ce qui lui a valu des critiques, notamment des investisseurs, de personnes extérieures. C'est un petit Elon Musk, quoi. C'est un petit Elon Musk avec une différence clé, c'est que dans une entreprise comme Tesla ou SpaceX, on a besoin justement de cette innovation permanente, de cette folie qui permet en fait d'aller au-delà et de repousser les limites de ce qui est possible, alors que dans une entreprise comme Twitter qui permet à n'importe quel individu sur Terre de s'exprimer et de donner son avis, l'absence de régulation, l'absence de contrôle de ce qui s'y passe, ça peut être extrêmement dangereux. On l'a vu notamment avec tout le mandat Trump, et c'est peut-être le mandat Trump qui coûte aujourd'hui à Jack Dorsey son rôle de patron de Twitter. Jack Dorsey, il était mal aimé par beaucoup de personnes qui lui reprochaient de ne pas avoir fait justement de Twitter un géant comme Facebook, comme les autres gros réseaux sociaux, parce que finalement il se contentait de peu, ça lui allait très bien et il n'avait pas justement cette envie de conquérir le monde à base de marketing monstrueux. Et on lui a souvent reproché la non-rentabilité de Twitter. Donc, une difficulté de monétisation. C'est pour ça qu'il était parti d'ailleurs, parce qu'il est parti. Il est revenu. Il est parti entre 2008 et 2015. Il est revenu et maintenant il annonce qu'il part. Il dit une phrase que j'aime beaucoup dans son annonce de départ, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas beaucoup de fondateurs qui choisissent l'entreprise plutôt que leur propre ego. Et que lui, justement, veut être dans la bonne catégorie. Je trouve que ça reflète bien la personnalité de Jack Dorsey au final. Est-ce que tu crois qu'il veut parler de Mark Zuckerberg? C'est en effet possible, mais je pense en effet, il y a 2 exemples.
Uber et Facebook. Uber, on a vu que quand c'était Travis Kalanick, maintenant j'ai toujours un doute, Travis Kalanick est parti, ça a finalement réglé le problème de Uber, qui était une entreprise détestée, et le nouveau patron a réussi à petit redresser la barre, à développer l'entreprise, alors que Facebook, à contrario, avec un PDG fondateur, a toujours ces problèmes justement de non-sérieux, d'erreur, peut-être de jeunesse qui ne s'arrête jamais. Il s'appelle Meta maintenant, ça va tout changer. Autant pour moi, c'est vrai que maintenant autant Facebook il y a des problèmes. Meta, ça va beaucoup mieux. Ça fait partie de la solution en tout cas pour ça fait partie de la solution pour Mark Zuckerberg. Plutôt que de partir, en tout cas, vaut mieux. On va tout changer, on va s'appeler Meta. On va parler de Facebook d'ailleurs dans un instant. Jack Dorsey a l'intelligence de dire que ça va pas. J'ai découvert ça il y a quelques heures, que Jack Dorsey avait proposé au conseil d'administration de Twitter il y a quelques semaines de prendre quelques mois de congé sabbatique pour aller étudier les crypto-monnaies en Afrique. Donc autant vous dire qu'il y avait quand même pas mal d'incompatibilités avec sa personne qui était complètement libérée et le rôle de patron du réseau social le plus critiqué au monde par les politiques et par beaucoup de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est parti. Il n'a pas donné vraiment spécialement de raison, mais il y a effectivement sans doute une combinaison de facteurs. Il y a déjà le fait que effectivement, il était poussé vers la sortie par un certain nombre d'actionnaires qui estiment que Twitter n'est pas assez rentable. Il voudrait que ça crache un peu plus. Même si la monétisation commence à arriver quand même. Ils ont fait des efforts. Il y a Twitter Blue qui est une offre payante qui a été lancée il y a quelques temps, et puis il y a de plus en plus de pubs. Tous ceux qui regardent, qui sont sur Twitter depuis longtemps le savent bien. La fois, je crois qu'il était sur Instagram tellement il y a des Mais ça ne suffit pas. Et donc lui, effectivement, il a un peu. Puis il y a aussi, effectivement, comme le disait Nico, toutes ces histoires avec Donald Trump et la censure quand même du compte de Donald Trump qui a été quand même critiqué, pas forcément apprécié par tout le monde, on va dire. Et puis il y a aussi le fait que sans doute que pour lui, Twitter, c'est un réseau social. Il y a de la régulation. C'est chiant en fait d'être patron de Twitter. Et lui, depuis quelques temps, lui, il s'intéresse à quoi il s'intéresse plus vraiment à Twitter. Il s'intéresse aux crypto-monnaies. Et à Square, notamment. Et aussi à Square, qui s'intéresse aux crypto-monnaies, d'ailleurs. Il est aussi patron de Square. C'est le patron de Square, qui, en fait, est la base de sa fortune. Hein. Oui, aujourd'hui, Square, c'est Square qui crache du cash. Et c'est pas Twitter. Hein. Exactement. Et effectivement, il s'est pris de passion pour les cryptos. Donc, effectivement, il a lancé Square il y a déjà longtemps, mais il adore le Bitcoin. Sa dernière grosse apparition publique, c'était à une conférence Bitcoin cet été en Floride. Et c'est clair que lui, je pense qu'il veut s'intéresser à d'autres projets de type finance décentralisée, etc., qui sont très loin des réseaux sociaux, qui sont de plus en plus critiqués. Ça va être intéressant de voir comment Twitter va évoluer, maintenant que son fondateur n'est plus à la tête. C'est donc Parag Agrawal qui va le remplacer, qui est le nouveau CEO, qui était avant le directeur technique. Directeur technique, c'est ça. Directeur de technologie. Et qui est arrivé en tant que simple ingénieur en 2011. Ouais, c'est ça. Un beau parcours. Mais qui a été encensé par Jack Dorsey, qui a dit que c'était vraiment la personne qu'il fallait pour gérer Twitter. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est que ce gars-là est aussi un fan de crypto-monnaie, que c'est lui qui est en charge du projet de décentralisation de Twitter, parce que c'était le grand projet de Dorsey, c'est-à-dire que Twitter ne soit plus un site, mais un site qui utilise une plateforme accessible à tous les réseaux sociaux. Ça, c'était son moyen de se débarrasser de certains problèmes de réglementation, on va dire. Et c'est ce personnage qui a mis en place toute cette plateforme et qui continue à la faire évoluer. En tout cas, elle n'a pas été encore officiellement lancée, mais on peut se dire que vu qu'il est maintenant patron, il va peut-être accélérer sur la décentralisation de Twitter qui était déjà voulue par Dorsey. Voilà, on poursuit avec, on parlait de Twitter, on a évoqué Facebook et Mark Zuckerberg dans ces discussions. Revenons quand même à notre ami Marco et Meta qui a encore une fois un truc à gérer, et c'est un truc un peu embêtant quand même, parce que rappelons que c'était quand l'année dernière, Facebook, à l'époque, puisque c'était le groupe Facebook s'appelait comme ça, maintenant c'est Meta, a racheté Giphy. Giphy, vous connaissez, ou Giphy, on ne sait pas trop comment on dit. Pas comment dire. Giphy, ça je propose Giphy. Non, ça, oui, c'est ça fait trop chaîne de. Ça fait trop chaîne de. Ça fait des idées de génie, mais après, c'est voilà, pas c'est ça. grave. Alors, c'était pas une idée de génie pour le coup, du coup. Alors que Giphy, d'un coup, ça fait un peu plus. On dit Giphy ? On part sur Giphy ? On part sur Giphy. Je vais essayer. On va essayer. Giphy, qui est donc un truc en fait, une espèce d'éditeur de GIF qu'on retrouve d'ailleurs. Alors, on dit GIF par contre. Alors là, François, de GIF, pardon. On dit GIF. Merde. Je suis d'accord avec Eric, désolé. Pardon. C'est carrément l'inventeur du format qui a tranché ce débat. Il a tranché ce débat. Il a dit on dit GIF et non GIF. Effectivement, que ça, beaucoup de gens disent aussi, et notamment aux États-Unis, on dit beaucoup GIF. Bref.
Donc, les GIFs qui sont partout, et Giphy ou Gify est partout avec ses GIFs. À la fois donc, sur Facebook, mais aussi sur toutes les applis, etc. etc. Et les Britanniques, qui disent non, c'est pas possible ça, les gars. Vous allez être obligés de vous séparer en fait de Giphy, monsieur Facebook. En fait, ils les avaient avertis en juin 2020, donc après le rachat. Les Britanniques ont ouvert une enquête justement pour se poser la question de la concurrence avec ce rachat de Giphy. C'est marrant de le dire Giphy, j'ai envie de dire Giphy. Je vais redire Giphy, je suis désolé si je me trompe. Parce que justement, ils s'inquiétaient de l'impact que ça aurait sur les autres réseaux sociaux et sur, en général, la concurrence, les annonceurs, etc. Finalement, un an après, les autorités britanniques disent qu'elles avaient raison, que Facebook a tout simplement voulu éliminer un concurrent qui était sur le point de grossir d'un point de vue publicitaire et qui finalement était en situation de monopole, de quasi-monopole sur les GIFs, et donc ça fait du mal aux autres réseaux. Donc les Britanniques, ils ont une solution toute simple à ce problème, ils ordonnent à Facebook, à Meta, de vendre Giphy. Le problème, c'est que Facebook ne veut pas, évidemment, ils font appel, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, et surtout que c'est assez anecdotique comme ça, on en rigole parce que voilà, c'est une plateforme de GIF, on voit si vous nous regardez actuellement les GIFs défiler derrière, ça fait pas très sérieux. Oui. Le truc, c'est que c'est la première fois qu'une autorité ordonne au groupe Meta de vendre une de ses propriétés, et ça, c'est le truc qui leur fait le plus peur parce qu'il y a le spectre justement de ce démantèlement qui existe depuis plusieurs années, et pas mal d'élus américains veulent que Facebook se sépare d'Instagram, se sépare de WhatsApp, et qu'à partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, tout est possible, et Meta pourrait un jour perdre justement son empire. En soi, Giphy, c'est pas un problème. Alors, je veux dire, c'est un truc. Je suis pas d'accord. En fait, non, Giphy, c'est pas un... Par rapport à Instagram ou WhatsApp. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le GIF animé, c'est devenu quelque chose d'absolument pervasif partout sur Internet. Et en fait, par exemple, Instagram intègre la fonction Giphy. Vous l'avez, Giphy, désolé. Vous l'avez sur à peu près toutes les applications possibles, imaginables au monde. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand vous intégrez un GIF de Giphy ou de Tenor, Tenor c'est le principal concurrent de Giphy, et il est détenu par Google. Donc voilà. Et quand vous insérez un GIF sur une page web, dans vos messages, etc., Facebook le sait. En fait, ça a une utilité de data, enfin Meta le sait, ça a une utilité de données pour Facebook, de savoir où vont ces GIFs, sur quelle plateforme ils sont le plus utilisés. Oui. En fait, ça leur permet d'avoir une espèce d'intelligence, de renseignement incroyable sur l'utilisation que font les gens de ce genre d'images qui sont partout aujourd'hui. Donc en fait, effectivement, les images sont rigolotes, on peut dire que c'est un service amusant, mais c'est un moyen pour Meta de récupérer beaucoup de données, encore une fois, sur nous, sur notre utilisation de toutes les applications qui existent. Donc derrière les petits chats qui rigolent, en fait, finalement, c'est un sujet assez important. Et donc, le fait que Facebook soit blackboulé sur ce... Alors, eux disent, s'inscrivant faux là-dessus, ils disent déjà qu'il n'y a pas de concurrence, de fausse concurrence ou d'arrêt d'une concurrence, puisque, d'après eux, Giphy est utilisé principalement sur ses propres plateformes. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient les racheter. Mais en fait, je pense que il serait effectivement plus intéressant de voir ces plateformes c'est le seul endroit où on trouve des GIFs avec Tenor et qui est intégré dans plein d'applications. Donc le fait que ce soit Facebook à qui ça appartient, c'est effectivement sans doute un problème, comme que d'avoir Google qui détient l'autre gros pool de GIFs animés dans le monde. Donc voilà. Pour l'instant, on en est où ? C'est que le Royaume-Uni dit il faut le vendre, mais ça va prendre des années encore, cette histoire-là. Ils vont faire appel, ils vont bloquer le truc. Facebook va faire appel, donc il y en a encore pour une longue période. On n'aura pas de résultat avant quelques temps, mais dans tous les cas, il y a une menace assez grande. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à tout ce que dit Eric. Oui, en effet, en fait, c'est un analytics incroyable pour Facebook. Oui, complètement. Ouais, et puis, ça permet à Facebook d'être présent sur d'autres applications. Twitter, par exemple. Et sur les applications concurrentes. Voilà, exactement, sur des claviers Android, enfin il y en a partout, du Giphy. Oui. Donc, et sur des sites plus généralement, enfin par exemple, nous on utilise sur zeronet.com souvent Giphy pour héberger des GIFs dans des articles, et c'est vrai qu'au moment du rachat de Facebook, je m'étais posé la question de est-ce que je continue à l'utiliser ou non, parce que c'est quand même problématique de passer par des plateformes comme ça, mais c'est clair qu'il y a pas mal d'enjeux avec ce rachat. Allez, un mot d'Elon Musk avec SpaceX.
Projet faramineux, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque SpaceX depuis quelques mois, c'est pour évoquer l'aspect positif et la conquête spatiale d'Elon Musk qui semblait aller bien. Eh bien non, parce que SpaceX en fait serait au bord de la faillite. Oui. C'est incroyable, mais voilà, SpaceX et Elon Musk perdent beaucoup d'argent. C'est ce que dit en effet Elon Musk dans un mail qu'il a envoyé aux employés de SpaceX. Je suis toujours assez méfiant de ce que dit Elon Musk parce qu'il a le sens, des phrases qui font un petit peu peur, des phrases spectaculaires. Donc on ne sait jamais ce qui se passe réellement. Le problème, il est assez simple, c'est qu'il y a, je crois que c'est le moteur Raptor Vacuum, qui est nécessaire justement à la création de la prochaine grosse fusée de SpaceX, qui a priori le Starship, qui n'arriverait pas à être fabriqué, ou en tout cas ils auraient de gros retards dans la production. Donc Elon Musk avertit ses employés que s'il n'y a pas une mobilisation générale de tout le monde et que si le bien n'est pas rapidement fait, eh bien, il pourrait avoir un risque de faillite pour SpaceX qui pourrait s'effondrer du jour au lendemain parce que là ils sont en train de prendre un retard assez important. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de faillite quand on sait aujourd'hui à quel point les États, notamment la NASA, dépendent de SpaceX sur plein de choses? Est-ce qu'on va vraiment laisser SpaceX s'effondrer? Est-ce qu'il ne dit pas ça pour mettre un coup de pression? Franchement, je suis assez sceptique sur toute cette actualité, mais en tout cas, ça reste intéressant. C'est bizarre en plus cette communication, parce que tu le disais, la NASA est un client quand même très étroit, enfin il y a une relation très étroite entre la NASA et SpaceX. Balancer ça, en fait, moi je suis patron de la NASA, je me dis, en fait, c'est pas terrible quoi. En fait, pourquoi il balance ça? Bon, déjà, il envoie un mail juste avant les fêtes de Noël, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer chez eux et tout ça, qui bossent pour SpaceX, il dit, oh les gars, en fait, vous n'allez pas rentrer pour les fêtes de Noël, vous allez venir au boulot. Il a même dit dans son mail, moi ça fait je sais pas combien de temps que je voulais me prendre un week-end, j'ai pas eu de week-end, je voulais le prendre ce week-end, je peux pas, finalement je vais aller bosser. Donc en gros c'est un peu l'appel aux armes, et le mec il a 200 milliards sur faut être au Turin. Alors c'est vrai que effectivement dans ce mail il prévient que SpaceX pourrait être au bord de la faillite si ce moteur n'est pas produit correctement et qu'il n'arrive pas l'année prochaine. Donc en fait Starship c'est le gros lanceur de SpaceX qui doit devenir le lanceur unique de l'entreprise en fait, et c'est celui qui doit nous conduire aussi vers la Lune d'abord, vers Mars ensuite, et qui pourrait même aussi nous servir comme on va dire de transport entre deux villes très rapides dans le monde. Bref, donc ce lanceur est stratégique pour Elon Musk. Et il en a besoin aussi de ce lanceur pour envoyer sa nouvelle version de satellite Starlink. Vous savez qu'il est en train de mettre des satellites partout dans l'espace pour proposer un système de connexion global à Internet. Et il y a une V2 de ces satellites qui a été préparée, mais il faut le lanceur Starship pour pouvoir les lancer. Donc ça, en fait, ça peut arrêter et ralentir complètement sa stratégie de couverture Starlink, mondiale d'Internet. Et en fait, Starlink, parce que derrière Starlink, il y a les abonnements, il a besoin par ailleurs de Starlink pour financer SpaceX. Et donc voilà, c'est une sorte d'imbrication des choses qui fait qu'effectivement, il met un coup de pression, clairement. Après, il a dit effectivement dans un tweet, il a précisé, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'on soit en banqueroute, qu'on dépose le bilan, il y a peu de chances, mais ça peut être une éventualité quand même. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il fait ça. Il avait déjà fait en 2018. Il avait déjà demandé aux salariés de Tesla, je m'en souviens, de revenir. Attention, Tesla va très mal. Tesla va très mal. Il faut que vous gros problème de production de Model 3 à l'époque. On s'en souvient. C'était très compliqué. Mais finalement, on voit que Tesla, ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux. Puis en plus, Elon Musk, à chaque fois qu'il dit un truc, on est là, on sait pas trop. Là, on se dit qu'est-ce qu'il va nous sortir. J'ajouterais que pour quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par le sort de son entreprise, il s'est quand même beaucoup amusé sur le lancement de son sifflet en forme de cyberpunk qui vend $50 et qui, selon lui, est plus rentable que la chiffonnette Apple. Donc ça a l'air d'aller dans sa tête. Il a toujours les idées. Ça a l'air d'aller dans sa tête. Parfois, on se pose la question. Oui, je sais pas si ça va dans sa tête, mais en tout cas, il arrive à dormir. Nico, on sait que tu adores le foot. C'est possible. C'est possible, c'est une probabilité, comme on dit. Et tu voulais nous parler de ce détecteur automatique de hors-jeu qui pourrait être mis en place à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est ça intéressant, la frontière entre les nouvelles technologies et le sport. Et le football, c'est souvent justement là où on expérimente des choses. Il y a eu notamment la goal line technologie il y a plus de 10 ans maintenant qui permet de savoir quand un but a franchi la ligne. Il y a l'arbitrage vidéo aujourd'hui qui est répandu dans tous les championnats du monde. Et
il se pourrait qu'à la prochaine Coupe du Monde, on inaugure une nouvelle technologie qui serait un détecteur automatique de hors-jeu. Ça, c'est assez intéressant en réalité parce que ça a toujours été un des gros débats dans le foot. Est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu, est-ce que ça a été sifflé trop tôt? C'est vraiment quelque chose qui a toujours préoccupé à la fois les joueurs, à la fois les clubs, à la fois les amateurs de foot. Et il y a une société qui s'appelle Hawkeye qui travaille sur ça depuis plusieurs années. Le fonctionnement, il est assez simple. J'adore, je rigole parce que c'est encore une fois uniquement pour ceux qui nous regardent. Jean-David Duarte qui en régie, qui est fan du Portugal et qui est en train de passer que des images de Cristiano Ronaldo. Là, donc ça m'amuse de voir François et Cristiano Ronaldo derrière. Pour revenir au fonctionnement de cette technologie, on aurait 12 caméras réparties des deux côtés du stade, donc 6 par côté. Ces caméras, grâce à une intelligence artificielle, elles bâtiraient en temps réel une modélisation squelettique de chaque joueur sur 29 points. Donc les doigts, par exemple, les genoux, le visage. Et si un joueur est détecté hors jeu, on avertirait l'arbitre vidéo qu'il le saurait en temps réel et qui pourrait donc dire à l'arbitre d'arrêter le jeu et de stopper l'action. Ça permettrait de ne plus avoir d'erreurs bêtes comme on a pu en avoir ces dernières années, que ce soit pour des buts validés ou des buts justement qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout à cause d'un hors-jeu sifflé. Le risque évidemment, il est d'avoir des hors-jeux de l'orteil par exemple, des hors-jeux absolument improbables à 1 mm près qui dénaturait complètement le sport. Après, il faudrait que la décision soit toujours humaine, in fine. La décision sera humaine, in fine, c'est ce que promet la FIFA pour assurer, c'est souvent ce qui est dit. Très beau coup franc de Cristiano Ronaldo au passage. Mais voilà, en tout cas, c'est l'heure de gloire de Jean-David. La technologie va sans doute arriver. C'est testé actuellement à la Coupe arabe au Qatar. D'accord. Si ça porte ses fruits, il y aura un vote en mars du comité international justement le International Football Association Board qui décidera ou non de l'implémenter dans tous les stades de la Coupe du Monde. Moi, je connais rien au foot, mais je comprends pas en fait pourquoi c'est tout un débat de dire il faut que la décision soit humaine. Mais là, on a une technologie qui te permet de résoudre le problème du hors-jeu en fait, ce qui est toujours un peu. Donc à partir du moment où la règle, c'est la règle. Ça veut dire comme au tennis, non, quand tu mets un service en dehors du truc, il y a un truc qui bip. Et tandis qu'au foot, on a l'impression que c'est toujours un peu compliqué de faire évoluer la règle. Parce que il y a les hors-jeux qui sont extrêmement visibles, mais il y a aussi les hors-jeux où l'action va vraiment partir à 1 mm près et où finalement, à l'époque, on l'aurait pas sifflé et on va refuser une belle action pour ça. Donc il y a cet enjeu. Mais je suis d'accord que si on a une IA qui est extrêmement précise, qui détermine le moment du tir et le positionnement du joueur, bah ok, on va rater des beaux buts, mais au moins, effectivement, sur des beaux. Au moins, on sera juste. Merci à tous les deux. Eric, c'était un vrai plaisir de te retrouver. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Nicolas Lelouch, que vous pouvez aussi lire sur 01net. Et Adrien Branco, qui peaufine son bronzage à Hawaï, mais qui travaille beaucoup, bien évidemment, pour nous tenir au courant de toute cette actualité. Qualcomm, de quoi je me mail, revient dans un instant. Acheter ou louer un smartphone? Tiens, eh bien voilà, aujourd'hui on a le choix. On va découvrir justement une startup qui propose de louer votre smartphone. On en parle dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.